Le dernier des passagers de première classe à être interrogé fut le grand Américain flamboyant qui avait partagé sa table avec l'Italien et le valet de chambre. Il portait un costume à carreaux quelque peu voyant, une chemise rose, une épingle de cravate brillante, et faisait rouler quelque chose sur sa langue tandis qu'il entrait dans le wagon-restaurant. Il avait un visage immense, charnu, aux traits grossiers, qui affichait une expression de bonne humeur. Bonjour, messieurs, dit-il. Que puis-je faire pour vous? Poirot consulta le passeport qu'il tenait devant lui. Vous êtes Cyrus Bethman Hardman. Vous vivez aux États-Unis, vous avez 41 ans, et vous êtes représentant en ruban pour machine à écrire. C'est ça, c'est moi. Voyagez-vous toujours en première classe, monsieur Hardman? Oui, monsieur, la compagnie prend en charge mes frais de déplacement. Il leur fit un clin d'œil. À présent, monsieur Hardman, venons-en aux événements de la nuit dernière. Pourriez-vous me dire ce que vous avez fait avec précision après dîner? Pendant un instant, l'Américain ne sembla pas disposé à répondre. Excusez-moi, monsieur, finit-il par dire, mais qui êtes-vous au juste? Expliquez-moi. Voici monsieur Bouc, un directeur de la compagnie des wagons-lits. Ce monsieur est le docteur qui a examiné le corps de la victime. Moi, je m'appelle Hercule Poirot. J'ai été engagé par la compagnie pour enquêter sur cette affaire. J'ai entendu parler de vous. Je crois que je ferais mieux de jouer carte sur table. M. Hardman soupira. Au même moment, sa personnalité sembla changer du tout au tout. Voilà qui je suis, en réalité. Poirot examina minutieusement la carte de visite qu'il avait jetée sur la table. Monsieur Cyrus B. Hardman, agence de détective McNeil, New York. Poirot connaissait ce nom. C'était l'une des agences de détectives les plus connues et les plus réputées de New York. Je suis venu en Europe pour suivre la piste d'un couple d'escrocs. Rien à voir avec cette affaire, dit Hardman. Je serais retourné dans cette bonne vieille ville de New York, une fois mon travail terminé, si... Il poussa une lettre en avant sur la table. C'était du papier à en-tête de l'hôtel Tocatlian. Cher monsieur, on m'a appris que vous travailliez pour l'agence de détective McNeil. Auriez-vous l'amabilité de venir me retrouver dans ma suite à 16h cet après-midi? C'était signé S.E. Ratchett. Eh bien, je m'y suis rendu à l'heure indiquée, et M. Ratchett m'a montré quelques lettres qu'il avait reçues. Il était très agité. Je devais voyager dans le même train que lui jusqu'à Paris et m'assurer que personne ne s'en prenne à lui. Vous n'aviez aucune idée, je suppose, sur l'identité de l'agresseur présumé? Si, je savais à quoi il ressemblait. M. Ratchett me l'avait décrit. Quoi? Les trois hommes se penchèrent en avant, impatients. Hardman poursuivit. Un petit homme brun avec un peu une voix de femme, c'est ce que le vieil homme m'a dit. Il a aussi précisé que cela ne se produirait pas durant la première nuit, mais plutôt lors de la deuxième ou de la troisième. Vous connaissiez bien évidemment la véritable identité de Ratchett? Demanda Poirot, en fixant sur lui ses yeux perçants. Vous l'aviez reconnu? Je ne comprends pas. Ratchett s'appelait en réalité Cassetti. Il était le meurtrier de l'enfant Armstrong. M. Hardman laissa échapper un long sifflement. Non, monsieur, je ne l'avais pas reconnu. Bon, poursuivez, M. Hardman. Il n'y a pas grand-chose à dire. Rien de suspect ne s'est produit la première nuit. La nuit dernière fut identique. J'avais laissé ma porte légèrement entr'ouverte et j'ai monté la garde. Aucun étranger n'est passé. Le conducteur a-t-il quitté son siège après que le train se soit arrêté à la dernière gare à Vinkovci? Demanda Poirot. Voyons... Oui. Il a répondu à plusieurs appels, juste après que le train se soit immobilisé pour de bon. Après ça, il est passé devant moi et est entré dans le wagon arrière. Il y est resté environ un quart d'heure. Le bruit d'une sonnette a retenti furieusement et il est revenu en courant. Ensuite, il s'est rendu dans un autre compartiment pour apporter une bouteille d'eau minérale à un passager, puis il est allé préparer le lit de quelqu'un d'autre. Après ça, je ne pense pas qu'il ait bougé avant 5 heures ce matin. Poirot hocha la tête. Il ramassa la carte de visite de Hardman une fois de plus. Pourriez-vous me parapher ceci? Lui demanda-t-il. L'homme s'exécuta, et Poirot lui tendit son étui à cigarette. Peut-être préférez-vous la pipe? Non. Hardman prit une cigarette, puis sortit d'un bon pas. Les trois hommes se regardèrent. Vous croyez qu'il dit la vérité? Dit le docteur Constantine. Oui, oui, je connais ce genre d'homme. De plus, son histoire pourrait être très facilement prouvée. Il nous a donné un témoignage très intéressant, observa M. Bouc. Un petit homme, brun, avec une voix haut perché. Une description qui ne correspond à aucun passager, fit remarquer Poirot.
Mais pour l'instant, nous allons faire plaisir à M. Bouc et interroger l'Italien. Antonio Foscarelli arriva d'une démarche féline. Son visage d'Italien typique, ensoleillé et basané, rayonnait. Il parlait couramment français, avec un léger accent. « Vous êtes, d'après ce que je vois, naturalisé américain. » L'homme grimaça. « Oui, monsieur. C'est mieux pour les affaires. »« Vous êtes représentant automobile pour Ford ?» Une exposition détaillée des faits s'ensuivit. Ce n'était pas un homme à qui il fallait soutirer les informations. Elle jaillissait toute seule. Poirot coupa court au flot de souvenirs. « Durant votre séjour aux États-Unis, avez-vous jamais croisé la victime ?» demanda Poirot. « Jamais. Mais je connais ce genre d'homme. Oh oui. » Foscarelli claqua des doigts de manière expressive. « C'est le genre très respectable, très bien habillé, mais en dessous, c'est le mal incarné. Je suis sûr que c'était un grand escroc. » Vous avez parfaitement raison, dit Poirot. Ratchet s'appelait en fait Cassetti, c'était un célèbre kidnappeur. Qu'est-ce que je vous disais? Vous rappelez-vous de l'affaire Armstrong? C'était au sujet d'une petite fille, un bébé, n'est-ce pas? Ah, ce genre de choses, ce n'est pas surprenant que ça arrive dans une grande civilisation telle que les États-Unis, s'exclama Foscarelli avec philosophie. Poirot l'interrompit. Faites-moi, s'il vous plaît, un compte-rendu de tout ce que vous avez fait la nuit dernière après dîner. Avec plaisir. J'ai discuté avec l'Américain à ma table. Il vend des rubans pour machine à écrire. Puis je suis retourné dans mon compartiment. Le pauvre John Bull, qui le partage avec moi, était parti s'occuper de son patron. Finalement, il est revenu. Il ne parlait pas, juste oui ou non. Une race misérable, les Anglais. Il s'est assis dans un coin pour lire. J'ai fumé et lu un peu, puis le conducteur est venu préparer nos lits. Les numéros 4 et numéro 5, murmura Poirot. C'est exact, le compartiment du fond. Le petit Anglais avait, je crois, une rage dedans, il s'est couché et a gémi un moment. Au bout d'un certain temps, je me suis endormi. Savez-vous s'il a quitté le compartiment durant la nuit? Je ne pense pas. Vous avez fumé, vous dites, la pipe, une cigarette ou un cigare? Uniquement des cigarettes. Poirot poussa une feuille de papier vers lui. Pourriez-vous signer ceci et inscrire votre adresse complète, s'il vous plaît? L'Italien écrivit en faisant des fioritures, puis il se leva, le sourire plus engageant que jamais, et il partit. Poirot regarda son ami. « Il est resté longtemps aux États-Unis, dit M. Bouc, et il est italien. Les Italiens n'utilisent pas les couteaux pour tuer. » C'est vrai, dit Poirot. Mais il s'agit ici d'un genre de crime différent. J'ai dans l'idée, mon ami, que ceci n'est pas, comment pourrais-je dire, un crime latin. C'est un crime qui porte les traces d'un esprit calme et délibéré, plein de ressources. Je pense qu'il s'agit de l'œuvre d'un esprit anglo-saxon. Il prit les 2 derniers passeports. Passons maintenant à Miss Marie Debenham. Marie Debenham était impeccablement vêtue d'un petit tailleur noir, avec un chemisier gris de haute couture parisienne. Les boucles soyeuses de ses cheveux bruns étaient ordonnées et lisses. Son attitude était aussi calme et lisse que ses cheveux. Elle prit place en face de Poirot et de M. Bouc et leur lança un regard interrogateur. « Votre nom est Marie Hermione Debenham et vous avez 26 ans, commença Poirot. « Oui. »« Auriez-vous l'amabilité, mademoiselle, de m'écrire votre adresse principale sur cette feuille ?» Elle s'exécuta. Son écriture était claire et lisible. « Cela vous affecte-t-il beaucoup, mademoiselle, qu'un crime ait été commis dans ce train ?» La question était plutôt inattendue. Ses yeux gris s'écarquillèrent. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Non, je ne peux pas dire que cela m'affecte. Vous êtes une vraie Anglaise, mademoiselle. Vous n'éprouvez pas d'émotion. » Elle esquissa un petit sourire. « Je crains de n'avoir pas recours à l'hystérie pour prouver ma sensibilité. Après tout, des gens meurent tous les jours. » « Ils meurent, oui, mais les meurtres sont plus rares. Vous ne connaissiez pas la victime? » « Je l'ai à peine remarqué. »« Cet homme ne vous a pas paru avoir une personnalité malfaisante ?» Elle haussa les épaules. « Vraiment, je n'y ai pas du tout réfléchi. » Poirot la regarda d'un regard pénétrant. « Il me semble que vous méprisez un peu ma façon de mener l'enquête, dit-il avec un clin d'œil. Ce n'est pas ainsi, vous dites-vous, qu'un Anglais procéderait. Je vous demande ce que vous ressentez, ce que vous avez pensé. »
Elle ne vous plaît pas beaucoup, cette méthode? Veuillez m'excuser, mais cela me paraît être un peu une perte de temps. Que j'apprécie le visage de M. Ratchett ou non, ne semble pas vraiment être d'une très grande aide pour découvrir qui l'a tué. Savez-vous quelle était la véritable identité de Ratchett, mademoiselle? Elle acquiesça. Poirot la regarda, pensif. Vous vous trouviez sans doute aux États-Unis à cette époque? Non, je n'y suis jamais allé, répondit Miss Debenham. Bien. Avez-vous une robe de chambre rouge vif, mademoiselle? Elle le dévisagea. Non, elle n'est pas à moi. Poirot se pencha en avant. Il était tel un chat prêt à bondir sur une souris. La jeune femme se recula, surprise. Vous ne répondez pas. Non, je n'en ai pas, mais elle n'est pas à moi. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Elle hocha la tête. À qui est-elle? Je ne sais pas. Je me suis réveillée à 5 heures ce matin. J'ai ouvert la porte de mon compartiment et j'ai vu quelqu'un en kimono rouge vif marcher le long du couloir. Assez grande et mince, je dirais. Je ne comprends pas. Tout ça n'a aucun sens, se dit Poirot tout bas. Il demeura silencieux 1 minute. Puis, il leva les yeux vers elle. Ce sera tout, mademoiselle, déclara-t-il. Escorté par le serveur, Hildegard Schmidt, la dernière personne de la liste, entra dans le wagon-restaurant. Poirot lui fit signe de s'asseoir. Il employa avec elle une méthode totalement différente de celle qu'il avait employée avec Marie Debenham. Il fit preuve d'une infinie gentillesse et d'une grande ingéniosité. Après avoir fait écrire à Hildegard Schmidt son nom et son adresse, il commença doucement son interrogatoire qui se déroula en allemand. « Nous savons que vous ne pouvez pas nous fournir beaucoup de renseignements sur le meurtre en lui-même, mais vous avez peut-être vu ou entendu quelque chose qui pourrait nous être très utile, vous comprenez ?» Son large et doux visage demeura avec cette expression de stupidité placide, tandis qu'elle répondait à la question. « Je ne sais rien, monsieur. »« Bien. Il est exact que votre patronne vous a fait appeler la nuit dernière? » ?»« En effet. »« Est-ce habituel qu'elle vous fasse appeler ainsi? » ?»« Ce n'était pas anormal. »« Alors vous avez reçu l'appel et vous vous êtes levé. Avez-vous enfilé une robe de chambre? » ?»« Non, monsieur. J'ai enfilé quelques vêtements. Je n'aimerais pas aller voir son Excellence en robe de chambre. »« Et pourtant, c'est une très jolie robe de chambre rouge vif, c'est ça? » Elle le dévisagea. « C'est une robe de chambre en flanelle bleu foncé. »« C'était juste une petite plaisanterie, rien d'autre. Poursuivez. »« J'ai fait un massage à madame la princesse, puis je lui ai fait la lecture. Lorsqu'elle a commencé à s'assoupir, elle m'a dit de partir. Je suis allé chercher une couverture pour la donner à son Excellence. Il faisait très froid. Ensuite, je suis retourné dans mon compartiment et je me suis endormi. »« Et vous n'avez croisé personne dans le couloir? »« Non, monsieur. Il n'y avait personne en dehors du serveur. »« Avez-vous vu le conducteur? »« Oui, monsieur. Il sortait d'un des compartiments, à 2 ou 3 portes de celle de madame la princesse. Il m'a presque foncé dedans. »« Dans quelle direction allait-il? »« Il venait vers moi, monsieur. Il s'est excusé et a continué le long du couloir, en direction du wagon-restaurant. Le bruit d'une sonnette a retenti. » Elle s'interrompit. « Ce pauvre conducteur, il semble avoir eu une nuit occupée. Allez d'abord vous réveiller, puis allez répondre au coup de sonnette, » dit Poirot d'un ton rassurant. « Ce n'était pas le même conducteur qui m'a réveillé, monsieur. C'était un autre. »« Croyez-vous que vous le reconnaîtriez si vous le voyiez ?» Poirot murmura quelque chose à l'oreille de M. Bouc. Celui-ci se leva et se dirigea vers la porte pour aller donner des instructions au serveur. « Vous avez sans doute appris quelle était la véritable identité de l'homme qui a été tué. »« Oui, monsieur. Le Seigneur ne devrait pas laisser faire de telles choses. » Elle en avait les larmes aux yeux. « Ce fut un crime abominable, » dit Poirot d'un ton grave. Il sortit un mouchoir en batiste de sa poche et le lui tendit. « Est-ce votre mouchoir, Frau Schmidt? Il porte l'initiale H, vous voyez? »« Ah non, monsieur. »« Et vous ne savez pas à qui il appartient? »« Moi? Non. » Des 3 hommes, seul Poirot nota la nuance d'hésitation dans sa réponse. M. Bouc murmura quelque chose à son oreille. « Les 3 conducteurs de wagon-lit vont arriver, » expliqua Poirot. « Auriez-vous l'amabilité de me dire quel est celui qui s'est rendu dans votre compartiment la nuit dernière? » Les 3 hommes entrèrent.
Hildegard de Schmidt les regarda et secoua la tête immédiatement. « Non, monsieur, aucun d'eux n'est l'homme que j'ai vu la nuit dernière. »« Mais ce sont les seuls conducteurs à bord, vous devez faire erreur. »« Je suis tout à fait sûre et certaine, monsieur. Ils sont tous les trois grands. Celui que j'ai vu était petit et brun. Il avait une petite moustache. Sa voix était fragile comme celle d'une femme. »